suis Dr Marie-Angèle Kassir et mon sujet pour cette vidéo est le carcinome épidermoïde. Le carcinome épidermoïde peut être de novo ou résultant d'une lésion précancéreuse ou connue par le précurseur. Les précurseurs peuvent être cutanés ou muqueux. Pour les précurseurs cutanés, on a les kératoses actiniques, maladie de Bowen, donc connue par le carcinome épidermoïde in situ, les dermatoses chroniques et autres. Pour les précurseurs muqueux, divisés en génital et buccal, donc pour l'anogénital, peut être primitif ou suite à une néoplasie intraépithéliale, suite à une infection par l'HPV ou lichen scléreux dégénéré. Labial buccal, donc dégénérescence d'un lichen plan érosif ou d'une leucoplasie. Les facteurs de risque d'un carcinome épidermoïde. Un facteur environnemental comme l'âge, l'exposition solaire cumulée et chronique, le tabac favorisant par exemple la leucoplasie, l'arsenic et autres. 2. Génétique, comme l'albinisme, l'épidermodysplasie verruciforme et autres. 3. L'immunosuppression, surtout avec les patients greffés, VIH. 4. Les lésions précancéreuses. Les facteurs de mauvais pronostic, connus par les critères de gravité des carcinomes épidermoïdes, divisés en facteurs cliniques et histologiques. On commence par la clinique. Pour les facteurs cliniques, 1. La taille, donc plus que 2 cm ou plus que 1 cm dans des zones à risque comme des zones périorificielles et le cuir chevelu. Sur des cicatrices de brûlure ou ulcères chroniques ou une rhadodermite aux zones non insolées ou sur des muqueuses. 2. Récidive locale. Et 3. Immunosuppression. 4. Adhérence au plan profond. Et 5. Signes d'envahissement neurologique représentés par la douleur. Les critères histologiques. 1. On a l'épaisseur qui est plus que 3 mm, une invasion périnerveuse histologiquement. 3. Donc un carcinome moyennement ou indifférencié. Et 4. Le type histologique, surtout le critère de mauvais pronostic avec le desmoplasique. On parle d'un groupe 2 pour le carcinome épidermoïde quand on a au moins un critère de gravité. Et quand on est dans ce groupe-là, il y a un risque significatif de récidive, plus ou moins des métastases à distance. Et pour les CE de groupe 2 ou des CE demi-muqueux, il faut faire des bilans d'extension, comme une échographie locorégionale de zones de drainage, et plus ou moins des imagiers par le scan thoraco-abdominopelvien, donc un TAP, plus ou moins une IRM du massif facial s'il y a un carcinome épidermoïde au visage. Le traitement de première intention pour un carcinome épidermoïde est la chirurgie. La surveillance pour le groupe 2, donc on a une surveillance clinique tous les 3 à 6 mois pendant 5 ans à partir du diagnostic du CE invasif, puis selon la décision de l'RCP et selon les critères de gravité, idéalement à vie. Une échographie ganglionnaire de zone de drainage tous les 6 mois pendant 5 ans. In situ et les CE de groupe 1, donc pas de bilan d'extension paraclinique systématique en l'absence de point d'appel clinique et la surveillance elle est clinique annuelle pendant au moins 5 ans. Alors, notez bien, le CE muqueux ou les CE de groupe 2, il y a un risque d'atteinte ganglionnaire ou risque de métastase au niveau des poumons, du foie, cerveau et os. Deuxième notion, les carcinomes n'ont pas de facteur de risque familial, contrairement au mélanome, mais il y a un facteur de risque commun pour tous les cancers cutanés, c'est l'exposition solaire. Donc cette exposition solaire pour le carcinome basocellulaire ou pour le mélanome, c'est une exposition qui est intense et intermittente. Cette exposition pour le carcinome épidermoïde, pour le mélanome de Dubreuil, cette exposition cumulative chronique. Troisième notion à prendre en considération, s'il y a une lésion suspecte, donc ne cicatrise pas, et devient bourgeonnante, ulcérée, infiltrante, douloureuse ou même saignotante, il faut faire une biopsie pour éliminer un carcinome épidermoïde. Le traitement de carcinome épidermoïde, donc devant un carcinome épidermoïde localisé, comme on a déjà mentionné, donc la chirurgie, il faut faire une chirurgie avec marge latérale de sécurité. Pour le groupe 1, et in situ c'est 4 à 6 mm et pour le groupe 2 des marges de 6 à 10 mm et pour un CE muqueux marge de 1 cm. Et s'il y a un CE métastatique ou non résécable, il y aura des indications pour la chimiothérapie associée à une thérapie ciblée ou à une immunothérapie selon les cas après discussion bien sûr en RCP. Les kératoses actiniques, ce sont des lésions précancéreuses qui se forment sur une peau endommagée par exposition chronique aux UV. Cliniquement, on remarque des lésions sèches, kératosiques, squames ou croûteuses, rugueuses, au niveau des zones photoexposées. Les principaux traitements, c'est la cryothérapie au azote liquide, l'Aldara, l'hémicomode, le 5-FU Refludix ou la photothérapie dynamique. Je discute rapidement la maladie de Bowen et le kératoacanthome. Donc d'abord, la maladie de Bowen, c'est un carcinome épidermoïde in situ. Donc c'est une lésion précancéreuse cutanée ou muqueux surtout génital. Et le risque principal évolutif, c'est le carcinome épidermoïde invasif. À l'examen clinique, on observe
point de vue cutané, donc une lésion unique érythématosquameuse bien limitée sur des zones photo-exposées. Et au niveau génital, donc lésion unique chronique plane peu infiltrée, souvent rosée avec des plages pigmentées. Aspect de possible transformation, quand on a une lésion qui devient infiltrée, ulcérée, il faut faire attention et faire la biopsie. Le traitement de première intention devant une maladie de Bowen est la chirurgie avec des marges latérales de sécurité de 4 à 6 mm. Les alternatives thérapeutiques, le 5FU, donc l'Effudix, et la photothérapie dynamique. Le suivi pour une maladie de Bowen, c'est un suivi qui est clinique une fois par an pendant 5 ans, comme le groupe 1 d'un carcinome épidermoïde. Aucun bilan d'extension n'est recommandé, ni pour le bilan initial, ni pour le suivi. Une petite parenthèse pour le kératoacanthome. Donc, c'est une tumeur épithéliale à partir du follicule pilosébacé, surtout aux zones découvertes et zones pilaires. Touche principalement le visage et les parties distales des membres. On observe souvent le kératoacanthome chez l'homme après 50 ans et parfois il y a une notion familiale. Donc, la survenue, elle est brutale en quelques jours. Puis, il y a une croissance rapide, puis régression spontanée en 2 à 12 semaines environ. Mais toujours, faire attention, en cas de doute, c'est préférable de réaliser une exérèse complète car tout kératoacanthome est considéré comme un carcinome épidermoïde jusqu'à preuve du contraire. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt pour un nouveau sujet.